Arrête de sourire comme un idiot alors que ta vie part en vrille. La pensée positive mal utilisée transforme des personnes intelligentes en pantins qui se mentent à eux-mêmes. Parce qu'il existe une différence massive entre cultiver l'optimisme et se fourrer la tête dans le sable. Et cette différence peut littéralement changer le cours d'une vie. Dans les prochaines minutes, découvre comment utiliser la pensée positive comme une arme puissante plutôt qu'un pansement sur une jambe cassée. Le mensonge qu'on vend depuis des années. Pendant des décennies, des gourous et des coachs ont vendu la même salade. Pense positif et tout ira bien. Visualise la réussite et elle viendra. Souris et l'univers te sourira en retour. Le problème. Cette approche a créé une génération de gens qui sourient pendant que leur maison brûle. Une étude de l'université de Waterloo en 2009 a révélé quelque chose de choquant. Forcer les personnes ayant une faible estime de soi à répéter des affirmations positives les rendait en réalité plus mal dans leur peau. Pas mieux. Pire. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'est pas stupide. Quand on se répète tout va bien alors que manifestement tout va mal, le cerveau détecte le mensonge. Et cette dissonance cognitive crée encore plus d'anxiété. Quand la positivité devient toxique. Imaginez cette scène. Quelqu'un vient de perdre son emploi. Les factures s'accumulent. Le stress monte. Et là, un ami bien intentionné dit « Allez, reste positif. Ça aurait pu être pire. » Cette phrase, aussi bien intentionnée soit-elle, est un exemple parfait de positivité toxique. La positivité toxique, c'est quand on utilise l'optimisme comme un bâillon pour empêcher les émotions négatives légitimes de s'exprimer. C'est quand on impose un masque de joie sur une douleur réelle. Et voici ce que personne ne dit, les émotions négatives sont essentielles. La peur nous protège des dangers. La tristesse nous permet de faire notre deuil. La colère nous donne l'énergie de changer ce qui ne va pas. Une recherche publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré que les personnes qui acceptent leurs émotions négatives sans les juger ont une meilleure santé mentale à long terme que celles qui essaient constamment de les supprimer. La vraie nature de la pensée positive. Alors si la pensée positive simpliste ne marche pas, qu'est-ce qui marche ? La réponse, l'optimisme réaliste. L'optimisme réaliste, c'est regarder la réalité en face, reconnaître les problèmes, et ensuite chercher les solutions et les opportunités. C'est pas du déni. C'est de la lucidité combinée à l'espoir. Martin Seligman, le père de la psychologie positive, a passé des décennies à étudier cette question. Sa conclusion ? Les vrais optimistes ne nient pas les problèmes. Ils les voient, ils les analysent, et ils croient en leur capacité à les surmonter. La différence est subtile mais cruciale. Un faux positif dit « Tout va bien, pas de problème ». Un optimiste réaliste dit « C'est difficile, et on peut trouver une solution ». Ce petit ET change tout. Le problème qu'on ignore. Maintenant, voici le vrai défi. Comment faire la différence entre l'optimisme sain et le déni pathologique ? Parce que la frontière est mince. Très mince. Le déni dit « Ce problème n'existe pas ». L'optimisme réaliste dit « Ce problème existe, voici ce qu'on va faire ». Le déni évite les émotions difficiles. L'optimisme réaliste les traverse. Le déni cherche à contrôler la perception. L'optimisme réaliste cherche à contrôler l'action. Une étude fascinante de l'Université du Michigan a suivi des patients atteints de maladies chroniques. Ceux qui pratiquaient l'optimisme réaliste, reconnaissant leur maladie tout en gardant espoir, avaient de meilleurs résultats médicaux et une meilleure qualité de vie que ceux qui soignaient complètement leurs conditions, soit sombrillaient dans le pessimisme total. La méthode en 3 étapes. Alors comment cultiver cet optimisme réaliste au quotidien ? Voici une méthode concrète, testée et validée. Étape 1. La reconnaissance radicale. D'abord, il faut appeler un chat un chat. Si quelque chose va mal, nomme-le. À voix haute. Par écrit. Peu importe. Mon boss est toxique et ça affecte ma santé mentale. Cette relation ne me nourrit plus. Mon projet a échoué et ça fait mal. Cette étape est inconfortable. C'est normal. Le cerveau préfère les raccourcis rassurants aux vérités qui piquent. Mais sans cette reconnaissance, impossible d'avancer. La neuroscience nous apprend quelque chose de puissant. Nommer une émotion diminue son intensité. Les chercheurs de UCLA ont découvert que mettre des mots sur un ressenti négatif active le cortex préfrontal et calme l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. Autrement dit, dire ça craint rend littéralement la situation moins craintive. Étape 2.
la séparation des faits et des histoires. Ensuite, il faut séparer ce qui est réel de ce qu'on s'invente. Fait. Mon patron a critiqué mon travail lors de la réunion. Histoire. Tout le monde me déteste et je vais me faire virer. Voyez la différence? Notre cerveau adore créer des narratifs catastrophiques. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Mieux vaut imaginer un tigre derrière chaque buisson et se tromper que d'ignorer un vrai danger. Mais dans le monde moderne, ce système est souvent en sur-régime. On transforme une critique constructive en preuve d'incompétence totale. Un silence en rejet. Un retard en catastrophe. L'optimisme réaliste demande de questionner ces histoires. Est-ce que c'est vraiment vrai? Quelles sont les preuves concrètes? Quelles sont les autres explications possibles? Étape 3. L'action orientée solution. Enfin, et c'est là que la magie opère, concentre l'énergie sur ce qui peut être contrôlé. Pas sur ce qui devrait être différent. Pas sur ce qui aurait pu se passer. Sur ce qui peut être fait maintenant. Mon boss est difficile. Je ne peux pas le changer. Mais je peux documenter les abus, chercher activement un autre poste, développer mes compétences pour avoir plus d'options. Cette approche s'appelle le locus de contrôle interne. Les recherches montrent que les personnes qui croient avoir un impact sur leur vie, même limitée, sont plus heureuses, plus résilientes et plus performantes que celles qui se sentent victimes du destin. Le moment clé, quand tout bascule. Voici quelque chose que peu de gens réalisent. L'optimisme n'est pas un trait de personnalité. C'est une compétence. Comme la musculation. Comme apprendre une langue. Ça se travaille. Carol Dweck, psychologue à Stanford, a révolutionné notre compréhension avec son concept de grosse mincée, la mentalité de croissance. Les personnes qui croient pouvoir évoluer face aux défis développent naturellement plus d'optimisme réaliste que celles qui pensent que tout est figé. Et voici la bonne nouvelle, même si aujourd'hui le pessimisme semble gravé dans le marbre, ce mincé peut changer. Des études d'imagerie cérébrale montrent que 6 semaines de pratique consciente suffisent à créer de nouvelles connexions neuronales. 6 semaines. 42 jours pour reprogrammer des années de négativité automatique. Les pièges à éviter absolument. Maintenant, attention. Le chemin vers l'optimisme réaliste est parsemé de pièges. Premier piège, la comparaison toxique. Au moins, je ne suis pas comme cette personne qui a perdu sa maison. Minimiser sa propre souffrance en la comparant à celle des autres ne crée pas de vraie positivité. Ça crée de la culpabilité et de la répression émotionnelle. Deuxième piège, la gratitude forcée. Sois reconnaissant pour ce que tu as. La gratitude est puissante quand elle est authentique. Mais forcer la gratitude quand on souffre vraiment revient à mettre un pansement sur une hémorragie. Troisième piège, le tout arrive pour une raison. Non. Parfois, les choses horribles arrivent sans raison, sans leçon, sans plan cosmique. Et c'est ok de l'admettre. L'optimisme réaliste n'impose pas de sens là où il n'y en a pas. Il crée du sens par l'action qui suit. La transformation quotidienne. Alors concrètement, à quoi ressemble une journée d'optimisme réaliste? Le matin, au lieu de réciter des affirmations creuses, prends 3 minutes pour cette routine. Identifie un truc qui va être difficile aujourd'hui. Reconnais que ce sera dur. Puis demande, quelle est la plus petite action utile que je peux faire face à ça? Pas la solution parfaite. La plus petite action utile. Ça pourrait être, envoyer un email difficile. Faire 5 minutes d'exercice. Appeler un ami. Respirer consciemment pendant 1 minute. L'accumulation de ces micro-actions crée un momentum. Et ce momentum transforme le pessimisme ambiant en optimisme pragmatique. Des chercheurs de Harvard ont suivi des milliers de personnes pendant plus de 10 ans. Leur découverte? Ce ne sont pas les grands gestes héroïques qui créent le bonheur durable. Ce sont les petites habitudes quotidiennes d'honnêteté émotionnelle et d'action progressive. Récapitulatif de la méthode. Pour récapituler ce voyage, la pensée positive n'est pas un mensonge qu'on se raconte jusqu'à y croire. C'est une lucidité courageuse combinée à une foi en sa capacité d'action. Reconnaître la réalité, même quand elle fait mal. Séparer les faits des histoires catastrophiques. Agir sur ce qui peut être contrôlé, lâcher prise sur le reste. C'est simple. Pas facile, mais simple. Et la beauté de cette approche? Elle marche. Pas avec des promesses magiques ou des visualisations cosmiques.
mais avec de vrais résultats mesurables dans la vraie vie. Les études le prouvent. Les neurosciences le confirment. Les témoignages le démontrent. L'optimisme réaliste ne rend pas la vie parfaite. Mais il rend la vie vivable. Et parfois même magnifique. Si ce contenu résonne, un petit like fera plaisir. Et pour plus de vérités qu'on préfère ignorer, abonne-toi.